Nous sommes en 2009. Malgré les nombreuses avancées théoriques en physique quantique, cela fait plus de 2 ans que le Dr Rush et son équipe peinent à résoudre une énigme majeure dans la communauté scientifique, le projet ICAR. Alors que les recherches stagnent et que les financements s'épuisent, Chloé Armstrong, la fille et assistante du sénateur de Californie, décide d'intervenir. Elle convainc son père d'injecter 1,6 milliard de dollars dans le projet et suggère une idée folle. Développer un jeu vidéo massivement multijoueur basé sur l'énigme dans l'espoir de donner au monde entier la capacité de trouver enfin la solution. Le nom du jeu ? Prométhée. Et à la surprise générale, ça fonctionne. Après près d'1 mois passé sur le jeu, un joueur lambda, Eli Wallace, proposera aux chercheurs la clé de leurs problèmes. C'est le synopsis d'un épisode de Stargate. Et pourtant, vous allez le voir aujourd'hui, au-delà de la fiction, cette histoire fait écho à de nombreuses histoires bien réelles. Fini l'image du gamer qui perd son temps, aujourd'hui je vous raconte 3 fois où les joueurs de jeux vidéo ont fait avancer la science. Pour commencer en douceur, on va parler d'un jeu designé pour décider de qui mérite la vie ou la mort. C'est un jeu basé sur l'éthique et à la portée de tous, mais surtout, sur lequel nous ne serons jamais d'accord. Moral Machine. Un nom paradoxal, non ? Ça, c'est Philippa Rowfoot, une philosophe britannique. En 1967, elle construit un dilemme que je vous propose d'essayer. Le trolley problème. Vous êtes un conducteur de tramway, bien installé dans votre siège, vous contrôlez les manœuvres de votre engin en marche. Vous êtes à l'aise là, tout va bien ? Préparez-vous, parce qu'au détour de ce virage, vous avez l'affreuse surprise de découvrir en face de vous 5 ouvriers qui travaillent sur la voie. Évidemment, vous essayez de freiner, mais malheureusement, c'est pas votre jour, les freins ne marchent pas. Panique à bord, que faire ? À mesure que le tramway continue d'avancer, vous voyez soudainement qu'une autre voie est possible, mais cette autre voie n'est pas sans danger. Un ouvrier seul s'y trouve. Alors que faites-vous ? Si vous ne faites rien et laissez le sort décider, vous heurtez 5 personnes. Si vous décidez de changer la direction du tramway, vous n'en heurtez qu'une. La plupart des gens répondent qu'il faut choisir de changer de voie pour sauver 5 personnes plutôt qu'une. Beaucoup considèrent même que changer de voie, ici, c'est une obligation morale. Si vous êtes comme 90% des gens, ici, vous décidez de condamner quelqu'un qui n'était pas en danger. On s'en fait une deuxième ? Vous êtes un excellent chirurgien qui ne rate jamais une opération. Actuellement, vous avez 5 patients en attente de transplantation. Ils attendent tous un don d'organes pour les sauver. Vous avez 2 patients qui nécessitent un rein chacun, 2 en attente d'un poumon chacun, et 1 qui attend une greffe de cœur. Pour ces 5 personnes, le temps est compté. On vous informe qu'un donneur en excellente santé, avec l'exact groupe sanguin, vient d'arriver à l'hôpital pour un check-up. Il est parfaitement compatible avec vos patients. Vous l'aurez compris, à lui seul, il peut tous leur sauver la vie. Vous pouvez donc choisir de répartir ces organes chez les 5 malades. Alors, on fait quoi ? Eh bien là, la majorité répondra que non. Pourtant, n'est-ce pas la même situation que le tramway ? Choisir entre laisser mourir 5 personnes ou volontairement en condamner une. Pas vraiment, car dans le cas du chirurgien, si on n'agit pas, les 5 patients ne meurent pas instantanément. Et la proximité avec l'action est également différente, entre tirer sur un levier ou bien dépouiller de ses organes un homme en parfaite santé. Bien d'autres facteurs changent le contexte, des raisons qui nous toucheront plus ou moins. Finalement, nous avons tous notre propre sensibilité. Cette faculté à réfléchir individuellement, avec le cœur et la raison, c'est ce qui nous amènera au sujet de notre premier jeu, Moral Machine. Moral Machine, c'est un jeu sur lequel vous pouvez jouer à tout type de dilemme. Vous l'avez peut-être déjà vu chez PewDiePie, Amixem, Wankill, JDG ou Kameto. Peut-être même que vous y avez déjà joué. C'est très facile à comprendre, ça pousse au débat et c'est un peu glauque. Tous les ingrédients d'une vidéo de divertissement parfaite. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là ? Ou est-ce que nos chers gamers font avancer la science ? Moral Machine, c'est avant tout une expérience menée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Si vous ne savez pas ce que c'est, ou que comme moi vous entendez ce nom dans des séries américaines quand il faut citer des nerds géniaux, sachez que c'est une fac américaine réputée pour être le meilleur centre de recherche sur l'innovation. C'est la référence en informatique, en computer science, en robotique, en IA, enfin bref, c'est pas des clowns. Mais quand même, ils ne s'attendaient vraiment pas à une telle exposition, et quand PewDiePie sort sa vidéo, le site crache. Quelle est la vraie raison d'être de Moral Machine ? Et non, c'est pas juste pour le fun. Le point de départ de ce jeu, c'est l'innovation technologique. Depuis quelques années, on rêve de véhicules autonomes qui nous amèneraient à bon port sans aucun effort et en sécurité. C'est d'ailleurs un projet très largement porté par Monsieur Musk, mais pas que. En 2016, Christoph von Hugo, responsable sécurité automobile chez Mercedes, déclare que les véhicules autonomes de Mercedes privilégieraient toujours et sans réserve les passagers. C'est un bon argument marketing pour vendre, les clients préféraient acheter un produit qui prévoit de les garder en vie, mais en termes d'éthique, est-ce vraiment raisonnable ? Le problème avec les véhicules autonomes, c'est que contrairement à nous, ils n'ont ni sensibilité ni instinct. Ils ne font que ce à quoi ils sont programmés.
Vous voyez donc bien la question qui en découle, quelles directives donner à ces véhicules lorsque des situations comme le trolley problème existent. Voilà à quoi sert ce site. On crée toutes les situations possibles que la voiture autonome peut rencontrer, on les représente d'une manière ludique et on demande à la Terre entière son avis sur qui meurt et qui reste en vie. Génial, non ? En 2018, le jeu annonce avoir collecté 40 millions de décisions dans 10 langues depuis 233 pays, comme vous pouvez le voir avec les points rouges sur cette carte. Perso, je suis curieuse, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a été décidé, quelles sont les priorités en termes de survie préconisées par nos cerveaux humains. Globalement, voici les résultats. On préfère ne pas agir plutôt qu'agir, en gros laisser le sort décider sans prendre nos responsabilités. L'humain est un peu fataliste, mais c'est léger. On sauve les piétons plutôt que les passagers, ce que je trouve un peu absurde et arbitraire, les femmes plutôt que les hommes, sûrement un instinct de survie de l'espèce, les minces plutôt que les gros, etc. Ah, et on sauve dans l'ordre les chiens, les criminels, puis les chats. Du coup, je me permets de mettre une photo de mon chat, si vous croisez perplexe, épargnez-la. Toute cette collecte de données, finalement, c'est une manière de faire avancer l'éthique et de donner un peu de notre sensibilité aux machines. C'est une forme d'intelligence collective qui, massivement générée, fonde une jurisprudence, une nouvelle loi. Mais c'est aussi un processus critiqué, car fortement sujet au biais. L'exemple le plus parlant étant la préférence d'épargner les riches plutôt que les pauvres. Peut-on vraiment faire confiance à la masse, ou ne vaut-il mieux pas organiser des agrégats de spécialistes en sécurité, en santé et en éthique ? Bien que je salue l'idée générale du projet, il est important de noter également ses failles. La zone d'ombre derrière cette machine morale, l'est-elle vraiment ? Finalement, à ce jour, l'expérience est terminée, vous pouvez toujours accéder au jeu, mais la collecte de données s'est arrêtée en 2020, après 4 ans. À ce jour, l'ensemble des analyses de ces travaux sont disponibles au public, mais on va devoir attendre quelques années pour savoir si les constructeurs en ont fait usage. Ce qui n'est pas le cas de notre deuxième jeu qui, lui, a repoussé les limites de notre connaissance du corps humain, Borderlands Science, ou comme j'aime bien l'appeler, une histoire de merde. Vous avez trouvé ma machine science pour citoyens. Borderlands et recherche scientifique. Ouais, c'est assez étonnant parce que Borderlands, aussi sympa soit-il, c'est pas vraiment ce que je considère comme un jeu très intellectuel. C'est un FPS à la direction artistique très fun et excentrique, dans lequel vous incarnez un chasseur de l'Arche. L'Arche en question, située sur la planète Pandore, renferme d'inestimables trésors. Plus concrètement, vous attaquez des monstres de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants, pour le plaisir de vous-même devenir de plus en plus violent. Moi, j'y jouais plutôt comme un défouloir géant en rentrant des cours, je vidais mon cerveau à mesure que mes chargeurs se vidaient. Et pourtant, si vous jouez à Borderlands 3, dans le vaisseau Sanctuary 3, se trouve une borne d'arcade du nom de Borderlands Science. Un jeu aux allures de Candy Crush, le but, aligner des blocs du même type en les déplaçant sur un quadrillage. Un petit jeu rétro un peu sympa qui s'étoffe à mesure qu'on avance dans les niveaux. Plus de types de cubes, plus d'espace de quadrillage et de difficultés de séquence, une expérience puzzle au milieu d'un FPS ultra dynamique et de pure farm. Un moment de détente entre 2 sessions d'intense survie. Mais pas que. En réalité, Borderlands Science est un jeu issu d'une collaboration entre Gearbox Studio et The Microzeta Initiative. Cette dernière est un ensemble de recherches qui apprend à mieux connaître notre corps et plus précisément notre microbiote. Le constat présenté est le suivant, la moitié des cellules de notre corps sont des microbes dont on ne connaît pas vraiment la composition, ce qui est un peu limitant côté santé. Alors pour les comprendre, il faut connaître leur composition, leur ADN. L'ADN, globalement, c'est la base de la vie, toute son information génétique. Le développement des cellules, leur fonctionnement, leur reproduction, tout est stocké dedans. Pour le déchiffrer, on doit connaître sa séquence exacte. L'ADN est constitué de suites d'éléments appelés nucléotides. Vous avez peut-être déjà compris le rapport entre Borderlands Science et l'ADN que je vous explique. En réalité, quand vous créez des séquences dans le jeu, vous déchiffrez l'ADN. Si ça peut t'aider, imagine que ces blocs sont des petits bouts de steak de toutes les couleurs. Pas du tout. Pas sûr que ça vous aide beaucoup, du coup je vais vous expliquer. Si vous avez vu l'excellent documentaire d'Arte Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre, vous le savez peut-être, l'intestin est une énorme source d'informations, et notamment ce qui en sort. Donne-moi ce que tu chies et je te dirai qui tu es. Les scientifiques de The Microzeta Initiative ont alors extrait d'innombrables données de microbes présentes dans nos selles. Des données non triées et difficilement triables. Même si les ordinateurs sont très performants, ils ne le sont tout simplement pas assez pour rendre des séquences propres et sans erreur. Ces résultats sont alors intégrés à Borderlands Science pour que les gamers, de puzzle en puzzle, les nettoient. Donc quand tu fais ça, en fait, tu déchiffres ton caca. Plus concrètement, lorsqu'on déplace les blocs, on compare les séquences des microbes à d'autres microbes pour voir si elles se ressemblent. Et si elles se ressemblent, eh bien on sait que ces microbes sont proches et ont peut-être les mêmes fonctions
et fonctionnement. Se rapprocher du score maximum et donc du taux de similitude maximum, c'est quelque chose qui est difficile par l'ordinateur, mais qui sera amélioré grâce à l'input de ces millions de joueurs. Le but, c'est pas seulement de trouver des solutions et des similitudes dans ces séquences, mais c'est aussi d'apprendre à l'ordinateur à savoir les trouver lui-même. Et le succès est sans appel. En 2020, 135 millions de puzzles ont été résolus par 4,5 millions de joueurs pour plus d'1 million de types de bactéries. En une demi-journée, les joueurs de Borderlands Science ont collecté 5 fois plus de données sur les séquences ADN des microbes que le jeu précédent du genre, Philo, avait collecté en 10 ans. Jouer à Borderlands Science, c'est aider à comprendre comment les microbes agissent dans ce que l'on mange, sur le vieillissement et sur les maladies allant des inflammations chroniques de l'intestin à la maladie d'Alzheimer. Comprendre les relations entre nos microbes nous donne la vision sur ce qu'ils font en nous et autour de nous. Aujourd'hui, des papiers de recherche ont été publiés avec les résultats, mais les données sont encore récupérées dans le jeu, alors si vous avez Borderlands 3, n'hésitez pas à participer à votre tour pour faire avancer la science. Maintenant que vous avez quelques connaissances sur l'ADN, on va pouvoir passer au projet le plus imposant, le plus fou. Celui où une super team de joueurs ont tout simplement dépassé les chercheurs jusqu'à trouver en moins d'1 mois une structure du sida. Foldit. Cette fois-ci, on ne parlera pas d'ADN mais de protéines, mais rassurez-vous, pour notre sujet, c'est assez semblable. L'ADN est composé de séquences de nucléotides, ça vous le savez maintenant. Comme je vous l'ai dit, elle est la base de la vie et elle produit notamment les protéines. Les protéines sont également des suites d'éléments, mais cette fois-ci on les appellera acides aminés. Si vous souhaitez grossièrement comprendre la différence entre ADN et protéines, l'ADN donne des consignes et permet la création des cellules, dont les protéines. Et les protéines, comme vous le savez puisque vous en mangez, agissent pour le bien-être de votre corps. Elles interagissent avec les autres molécules de votre corps pour qu'ils fonctionnent bien. Mais là où dans le projet Borderlands Science, on cherchait à trier les séquences ADN, pour les protéines, on a un problème supplémentaire. Voici l'ADN, c'est très cliché mais sa structure est plutôt simple, et maintenant voici la structure des protéines. Les protéines ont une particularité qui les rend très difficiles à comprendre. Elles sont composées de suites d'acides aminés qui bougent autour d'axes de rotation. En gros, elles se plient. Et même si on sait déterminer les séquences, les suites d'acides, du côté de la structure, ça devient vite compliqué de savoir à quoi elles ressemblent réellement. On appelle ça le paradoxe de l'Eventhal. Imaginez une petite protéine formée de 100 acides aminés, sachant que chaque acide aminé possède 3 axes de rotation, alors la protéine a 3 puissance 198, mauvaise conformation. En gros 2 suivis de 95 chiffres, structure imaginable, avec une seule qui correspond à la réalité. D'où le nom de notre 3e jeu qui a pour but de trouver la bonne structure. Foldit pour plie-le. Pendant des années, les chercheurs ont essayé de répertorier les structures des protéines pour une raison pratique, la santé. Les protéines étant la cause de nombreuses maladies, elles peuvent aussi être la raison de leur guérison. Pour ça, il faut connaître la forme et le fonctionnement des protéines afin d'y apporter une modification ou une addition et donc un remède. Mais vous l'aurez compris, en laboratoire, le temps de tester toutes ces configurations est complètement impossible. Après avoir peiné à avancer sur le sujet pendant des années, des chercheurs ont décidé de nous faire tous participer. Ils en ont fait un jeu. Foldit, ça ressemble à ça. Le but du jeu, c'est que même si le problème en lui-même est complexe, vous et moi, on est capable d'apporter des solutions. Alors on sait que les protéines, par essence, sont le plus pliées possible. Le but donc, c'est d'avoir la structure la plus dénuée de vide. Mais ça serait trop facile. Ce qui rend la tâche difficile, c'est que les acides aminés doivent respecter certaines distances. On aimerait que ce soit traitable par les ordinateurs, mais tout comme pour Borderlands, c'est trop compliqué. Pensez à cette méthode d'authentification qui nous distingue des robots, le CAPTCHA. De la même manière que l'ordinateur n'est pas très fort pour distinguer des éléments visuels et des patterns sur les CAPTCHA, il ne sait pas non plus le faire suffisamment bien pour la visualisation des protéines. C'est donc une suite de contraintes trop complexes à gérer par ordinateur et trop longues à traiter à la main en laboratoire. Le jeu commence et on vous apprend des mécaniques. Le premier niveau vous apprend le clash. Si 2 atomes sont trop proches, on doit les éloigner, parce que c'est comme ça que la nature fonctionne. Et tout l'intérêt de ce jeu, c'est de reproduire ce qu'on sait de la nature, mais qu'on ne saurait voir. Chaque mouvement provoque une augmentation du score, avec un objectif de points qui constitue la structure correcte, qui elle a été testée en laboratoire et vérifiée. On enchaîne les puzzles, les mécaniques, et certains de nous vont commencer à vraiment se prendre au jeu. Alors les scientifiques vont plus loin. Au début, évidemment, vous apprenez avec des structures ultra simplifiées, faciles pour comprendre le concept, et vous pouvez éventuellement lire des explications disséminées dans le jeu.
Vous avez également accès à des mécaniques automatisées comme le wiggle qui bouge toutes les branches principales ou bien le shake qui tourne les acides aminés pour pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle. Mais ce qui fera la différence, c'est la logique et la spatialisation dont sont capables les humains. Et si vous continuez encore, et encore, et encore, vous arrivez dans un contenu endgame, celui qui compte vraiment. Les puzzles qui n'ont pas de solution. Les protéines actuellement en recherche, dont on ne connaît pas la structure. Les joueurs les plus expérimentés se lancent alors dans cette course et un leaderboard est créé sur le site pour pousser les joueurs à chercher toujours plus, à réaliser le meilleur score possible sur la séquence d'acides aminés, à trouver la vraie structure de la protéine que les chercheurs n'ont jamais découverte. C'est clairement une bataille d'ego, de qui aura le meilleur score, et si la recherche scientifique nécessite bien des qualités, les gamers eux se spécialisent dans cette tâche très précise de spatialisation, de test, la communauté s'agrandit, et pour continuer à exploiter cette masse de passionnés, Foldit encourage l'entraide, il crée des chats, des forums et la capacité de jouer en équipe. Il donne même des retours sur les protéines découvertes par les joueurs qui sont testées en laboratoire. Alors les joueurs sont encore plus motivés, ils se forment en équipe selon leurs meilleurs atouts. Certains maîtrisent les gros travaux du début de la spatialisation, d'autres les dernières unités de score optimisables. C'est une véritable course à la science qui s'active pour trouver les protéines aussitôt qu'elles sont postées sur le site. Le 17 décembre 2010, Foldit met en ligne le puzzle 390. Il ne faudra que 21 jours pour que le 7 janvier 2011, une équipe nommée les Contenders découvre la structure exacte d'une protéine recherchée depuis 15 ans, la MPMV, responsable du sida chez le singe. Une dizaine d'anonymes, depuis leur chambre, responsables d'une avancée majeure sur l'un des virus les plus recherchés par la médecine. Cette découverte met en avant plus que jamais Foldit auprès du grand public, si bien que lors de la pandémie du coronavirus, il est de nouveau question d'une solution communautaire. Depuis sa création en 2008, Foldit a permis à un demi-million d'inscrits de participer à aider la science à avancer. Et même si depuis 2016, l'arrivée du machine learning semble prometteuse pour permettre aux ordinateurs d'apprendre à la manière d'un humain et à montrer une réelle progression dans le domaine, la structuration des protéines, elle, reste un vaste domaine dominé par l'inconnu. Alors si vous êtes adepte de puzzle game, pourquoi pas contribuer à votre tour? Et même si ce n'est pas le cas, aujourd'hui je vous ai emmené dans le monde des serious games à travers 3 jeux divers, mais sachez qu'il en existe une infinité si vous êtes intéressé par ces initiatives. Qui sait, peut-être que vous aussi vous trouverez le jeu qui sert au bien commun. On n'est jamais plus efficace que lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime. Comme dirait Einstein, le jeu est la plus haute forme de recherche.